C'est du bien de sortir de la cuisine, non? Bon, j'ai mis la chanson Les femmes, debout les femmes, parce qu'il y a un article dans le Courrier Picard de ce matin. Les auxiliaires veulent un meilleur salaire. Elles étaient 26 issues des associations Aid'Homme Plus, Entraide Familiale et Le Vert à défiler hier à Abbeville. Donc tu vois, il y avait notamment Martine qui était venue à l'Assemblée nationale. Et moi je dois dire, c'est une très grande fierté, alors on ne peut pas la voir, mais peut-être tu pourras aller choper l'image, de voir deux AVS avec le masque sur le nez mettre auxiliaire en colère. Derrière, il y en a qui portent le gilet jaune et qui mettent revalorisation de salaire et ainsi de suite. Et se dire que c'est quand même, je me permets, mais un peu lié à notre travail, parce que le fait qu'on vienne les mettre en lumière et les mettre en valeur, ça leur donne une légitimité à venir faire leur manif à eux, même si elles sont que 26. Et ce que j'espère, c'est que demain, il y en aura 26 à Amiens, qu'il y en aura 26 à Albert, qu'il y en aura 26, tu vois, je parle des villes de mon coin, à Montdidier, mais qu'il y en aura 26 à Dions, il y en aura 26 à Hayange, il y en aura 26 à Florange, et puis qu'aussi elles iront sonner peut-être aux portes des France Bleu, des France 3, et tout ça pour dire on existe, et pas qu'en page 18 de la presse régionale, mais qu'elles apparaissent à la une de la presse nationale, parce que tant qu'il n'y a pas ça, on peut faire des tas de rapports. Tu vois, là, ça c'est le rapport avec Bruno Bonnel, il vient de sortir. Je suis toujours fier, moi, quand ça devient un livre. Tu vois, c'est mon côté, c'est la Bible. Quand ça devient un livre comme ça, on peut faire des tas de rapports, on peut faire des tas de propositions en disant qu'il faut la structuration du métier. Tu vois, là, on a le début des propositions, c'est les 4 piliers pour une organisation du travail vertueuse, la sectorisation des aides au domicile, le travail à la tournée, une organisation plus collective, une grande autonomie des aides au domicile, mais ça suppose quand même à un moment qu'il y ait des moyens qui soient mis, qu'il y ait des sous, qu'il y ait des budgets, et ça pour que ça soit lâché, il ne suffit pas qu'il y ait des rapports, il faut qu'il y ait une bataille qui se déroule, et il faut que les gens y sortent, il faut qu'il y ait une pression de la rue et tout ça. Donc tant qu'il n'y a pas ça, c'est pas les bons hommes et les bonnes femmes à l'Assemblée nationale ou ailleurs qui feront la différence. Donc voilà, Martine et les copines à Abbeville, merci, et puis on attend la même chose partout ailleurs pour pouvoir pousser. Alors, pourquoi on est ici? D'abord, où est-ce qu'on est? On est dans les Ortillonnages à Amiens, à côté d'Amiens, super site, et on est dans le Marais aux Bœufs à Camon, qui est, voilà, c'est à 5 km d'Amiens. Pourquoi on s'est mis ici? Parce que c'est ici qu'on va faire notre 14 juillet. Alors, ça va pas être un énorme truc, hein. Ça va être une kermesse, je pense. Une kermesse bon enfant. Tu peux pas faire un tour avec ta caméra? Fais un petit tour, là, qu'on montre le site, ça t'emmerde pas. Ah ben, il y a mon vélo qui traîne devant, mais là, je pense que tu vois, on pourra faire un baby-foot géant. Il y aura des châteaux gonflables. On va faire une grande Bastille que les gens ils viendront démolir, et on ne le voit pas, mais il y a un terrain de longue pomme. Le terrain de longue pomme, tu sais, c'était le jeu avant le tennis. Quand on dit la salle du jeu de pommes, c'est parce qu'on jouait à ça. Et voilà, bon, donc on va faire une fête à la bonne franquette. Sans trop de prise de tête, mais quand même aussi avec un sens politique. Le premier sens politique, c'est qu'on va valoriser, je l'ai dit, les auxiliaires de vie sociale qui n'ont pas la prime, par exemple, mais aussi des agents d'entretien, l'hôpital d'Amiens et ainsi de suite. On va faire la médaille Sandrine de l'ordre de l'unité commune. Alors si vous voulez savoir pourquoi Sandrine, il faudra venir ici le 14 juillet. Et pourquoi cette fête sinon? Le premier 14 juillet que j'ai fait comme député, c'était à Abbeville. Super chouette, tu vois, la fanfare, les majorettes, tous les appareils des pompiers qui défilent, on remet des gerbes au monument mort. Bon, très bien, on sent une vie de la ville, mais pas un mot sur la Révolution, pas un mot sur 1789, pas un mot sur la Bastille. Alors quand même, c'est notre fête nationale parce qu'il y a ça, tu vois, parce qu'il y a un soulèvement populaire. Et donc, je me suis dit, mais bon sang, comment ça se fait que même le jour de ce soulèvement, on ne va pas en parler? Pourquoi? Je sais pourquoi. Parce que la République, elle est née sur ce péché pour elle. C'est une république bourgeoise et elle naît d'un soulèvement populaire. Donc il faut qu'elle oublie son péché originel et que quand on fête ça, on oublie qu'on fête ça. Alors je sais qu'il y a des controverses, mais en fait, c'est pas le 14 juillet 1789 qu'on fête, c'est le 14 juillet 1790, c'est-à-dire la fête de la Fédération. Donc bon, voilà, en fait c'est pas vrai. J'ai consulté Mathilde Larère, l'historienne, on fête ni l'un ni l'autre, c'est pas marqué, on fête le 14 juillet. Mais je voudrais demander à ceux qui nous disent que c'est le 14 juillet 1790 qu'on fête, pourquoi les gens ils ont décidé de faire la fête de la Fédération le 14 juillet 1790? C'est quand même bien parce qu'il y a la prise de la Bastille avant. Ça veut dire qu'il y a un réflexe
d'abord, je vois dans les réactions des macronistes, parce qu'on a fait un vote sur Facebook et Twitter, donc on a eu 29 478 votants très exactement. On a eu 24 269 pour le oui, c'est-à-dire 81,58%, et pour le bof ou le non, on a eu 5 479, soit 19%. Bon, mais surtout les macronistes se sont réveillés un peu sur Twitter. Et quand tu voyais les commentaires des macronistes, c'était tous, en gros, la révolution, c'est juste un bain de sang. C'est-à-dire que c'est quand même l'origine, c'est le plus grand moment de notre histoire. Et en fait, on a des dirigeants politiques et une classe qui lui est associée qui renie ce qui est la source de notre histoire. Voilà pour la droite, les macronistes. Mais côté gauche, c'est comme si à la place de faire de ce moment une fierté, il fallait qu'on dise non, non, c'est pas le 14 juillet 1789, c'est le 14 juillet 1790, c'est la fête de la Fédération, c'est pas vraiment ça. Ou alors la révolution, finalement, c'est une révolution bourgeoise, c'est pas vrai. La révolution française, et c'est pour ça qu'elle est belle, c'est une révolution bourgeoiso-populaire. Et c'est pour ça qu'elle dure pendant 6 ans, parce que la bourgeoisie, elle a besoin de se trouver... Ah, ça y est, si je pars là-dessus, mais c'est pas grave, j'arrête là-dessus, parce que vous m'entendrez faire mon discours, pour ceux qui veulent, le 14 juillet, ici, et puis il n'y aura pas que des discours, je l'ai dit, il y aura du baby-food, des châteaux gonflables, de la longue pomme, et une prise de la Bastille en carton. Ceux qui veulent venir de Paris, d'ailleurs, la gare de Longo, elle est juste à côté. Donc il vaut mieux s'arrêter à la gare de Longo. Peut-être qu'on fera un cortège pour venir de Longo à Camon, c'est pas loin, à pied, à travers les marais et tout ça. Bon, je pense que pour nous, c'est un galop d'essai. Si ça marche bien, cette histoire-là, c'est évident. Enfin, on devrait en refaire une l'année prochaine. Ça peut devenir une fête relativement régulière. Et puis on pourra inviter Éric Vuillard qui a écrit 14 juillet. On pourra inviter Groisel et Locard, tu sais, les auteurs de l'énorme BD Révolution qui a reçu le Grand Prix d'Angoulême. On pourra inviter des historiens, on pourra inviter mon collègue Alexis Corbière qui a écrit Jacobin. Tu vois, on pourra inviter du monde et faire un côté intello, un côté kermesse comme on aime faire. Fanfare. Jamais rien de politique sans fanfare. Bon, voilà, donc il y aura une fanfare à notre premier 14 juillet à nous. Il y a les conclusions de la Convention citoyenne pour le climat qui ont été rendues et Macron a dit « Je dis oui à 146 mesures sur 149 ». Donc il a éliminé quoi? Il a éliminé la taxe sur les dividendes et les 110 km/h. Le troisième, je m'en souviens plus. Bon, il s'assied sur le CETA aussi. Mais à la limite, j'ai pas envie de chipoter sur les 3 mesures qu'il ne retient pas. C'est le président de la République. S'il veut ne pas retenir 3 mesures, même s'il avait dit c'est sans filtre, 3 sur 149, ça fait pas trop, tu vois, ça va. Mais j'ai lu avec des citoyens qui sont venus à ma rencontre de la Convention, j'ai lu survoler les énormes conclusions pour regarder qu'est-ce qu'il y avait de précis. Parce qu'en fait, dans les 149, il y a des trucs hyper flous que de toute façon, ou alors des objectifs à 2035, qu'il ne sera plus président de la République, donc il n'y a pas d'engagement ferme à prendre là-dessus. Bon, j'en signale quelques-uns où on pourra voir si vraiment il y a une volonté d'aller dans le bon sens. Interdire de manière efficace et opérante la publicité des produits les plus émetteurs de gaz à effet de serre sur tous les supports publicitaires. Donc ça veut dire plus rien comme pub pour les voitures et les avions. Contrôler et sanctionner plus efficacement et rapidement les atteintes aux règles environnementales. Donc création d'un parquet spécialisé sur les questions environnementales. Ensuite, interdire la construction de nouveaux aéroports et l'extension des aéroports existants. Rendre obligatoire le recyclage de tous les objets en plastique dès 2023. Alors c'est juste, il y a de toute façon eu l'élection entre-temps, mais on peut dire que... et enfin, dans une logique attends. Instaurer, non, et enfin, et aussi, bon, alors j'ai surligné, ça c'est les mesures les plus concrètes, et là j'ai instauré un moratoire sur la mise en place de la 5G en attendant les résultats de l'évaluation de la 5G sur la santé et le climat. Et il est bien dit d'évaluer ça avant et non après avoir accordé les licences. Bon, quand j'ai vu ça, que j'ai entendu le discours de Macron lundi et qu'il ne disait pas un mot là-dessus, j'ai vu qu'il y avait anguille sous roche. Et je me suis dit, je vais essayer de lever ça dans l'hémicycle. Ils vont sans doute noyer le poisson, pour refiler la métaphore de l'anguille sous roche. Mais en fait, non. Ils n'ont pas du tout noyé le poisson. Panier Runacher, elle est arrivée, elle a montré qu'il y avait baleine sous roche, si tu veux. Parce que elle a dit, oui, la 5G, on va la faire. Les enchères, elles seront faites dès septembre. On en est fiers. C'est bon pour l'industrie, c'est bon pour le pays, c'est bon pour la France, c'est bon pour le Français. On fait comme la Chine, on fait comme les États-Unis, on fait comme la Corée. Bon, voilà. Et c'est la compétitivité. La compétitivité. Tu vois, ça n'arrête jamais. Et après, ils seront encore pires qu'avant. Donc là,
le lundi, le président de la République te dit 146 mesures sur 149, et le mardi, la ministre s'assoit sur une mesure. C'est pour ça que je dis, je ne me bats pas sur les 3 mesures. Mais par contre, les autres, là, normalement, il s'est engagé là-dessus. Et moi, je le dis franchement, ce qui m'a inquiété, c'est qu'il nous entube le lendemain de la prise de parole du président de la République, et je ne vois pas que ça bondit dans tous les sens. Je ne vois pas les citoyens de la Convention pour le climat monter au créneau, tweeter dans tous les sens, les associations environnementales dire bah alors ils nous en fument complètement, tu vois. C'est comme si il y avait tellement une habitude du mensonge qui était prise, ou alors que la Convention elle fonctionnait comme une forme d'institution. C'est ce qu'on me dit. On me dit bah voilà, il va y avoir un compte rendu en septembre, une réponse à la réponse. Ouais, mais entre-temps, ils nous auront, si on marque pas son territoire là, tu vois, où ils viennent de se moquer de nous. Si à ce moment-là, on ne marque pas son territoire en disant là, vous nous trahissez ce qui vient d'être dit par le président de la République, Macron nous a menti le lundi, c'est pas à ce moment-là qu'on marque son territoire, on va être complètement enfoncé. Tu vois, j'ai vraiment de la sympathie pour cette démarche qui est une démarche originale. Je la regarde avec bienveillance, j'en vois les limites. Les conclusions qui sont rendues me paraissent plus être un plancher, un minimum à faire, parce qu'au fond, tu vois, quand Macron dit la trajectoire sur laquelle on est, c'est lui qui le dit, c'est plus 7 degrés en l'an 2100. Ça veut dire que même ici, dans ce coin paisible de Picardie, l'herbe sera plus verte et ça sera invivable pour nos gosses qui seront à leur 3e âge, quoi, mais pour les gosses de nos gosses, quoi. Donc, c'est un plancher, c'est un minimum, c'est un premier pas. Bon, allons-y, accompagnons ça. Mais là, il ne faut pas que ça devienne quelque part, je le dis avec sympathie, mais avec inquiétude, les idiots utiles du macronisme, quoi. Avec l'occasion pour Macron de se greenwasher, de dire oui, je suis d'accord avec tout et tout ça, et le lendemain, il te met des taquets, il continue grosso modo comme avant, il aménage en faisant un peu de peinture verte dans les coins, et puis grosso modo, les médias lui ont déroulé le tapis vert, et à un moment, les citoyens ont réagi un peu mollement. Non, je dirais aux citoyens, là, aux 150, et puis aux 60 millions qui restent derrière, le combat, c'est maintenant. La bataille, elle se joue maintenant. Parce que se réunir et faire des propositions, c'est un travail, c'est un vrai travail. Mais moi, je vois, par exemple, sur mes métiers du lien, le combat, il est maintenant. Ok, on a fait le rapport, mais pour qu'un tout petit bout du rapport entre dans les faits, ça va être une bagarre maintenant. Et je le dis donc aux 150, la bataille, c'est maintenant, au jour le jour. C'est maintenant qu'il faut se bagarrer par Twitter, se bagarrer par Facebook, se bagarrer par des communiqués en disant non, ça va pas, vous nous trahissez, c'est pas ce qui a été dit. Fermeture du Perpignan-Rungis, qu'est-ce que c'est que ça? Et ainsi de suite, tu vois. Si c'est pas maintenant que la bataille est menée, qu'on se dit juste bon, on attend septembre et puis on fera une réponse institutionnelle en septembre. Ça aurait été juste un temps d'habillage. On aura eu le grand débat après les Gilets jaunes et puis on aura eu la Convention citoyenne pour le climat et puis c'est tout, quoi. Donc, tu sais, c'est ce que je dis toujours sur le programme du Conseil national de la résistance. Ce qui est formidable dans le programme, c'est pas le programme. Parce que la gauche des beaux programmes, elle en a eu 100 000. Avec à chaque fois 1 million de belles propositions qui te repeignent l'avenir en rose, maintenant en vert. Mais la surprise, c'est qu'il était en partie appliqué. Tu vois? Et donc là, le combat, il est maintenant pour que ça soit en partie appliqué. Et voilà, les 150 ont une responsabilité particulière. Les 60 millions ont une responsabilité, mais les 150 ont une autre. Ils ont été mis en lumière, ils ont été choisis, et ils ont été quelque part, utilisés aussi. Et ben, enfin voilà, maintenant c'est à eux d'utiliser le système, quoi, quelque part. Bon, enfin, j'en sais rien. Écoute, moi je dis, donc, le sens, moi, de ma bagarre sur la 5G, il y a un sens démocratique. C'est quand le président de la République dit un truc le lundi et que le mardi, on s'est déjà accoutumé au mensonge et qu'on vient nous dire l'inverse, tu vois, c'est orwellien, quoi. Bon, ça, c'est un truc. Après, il peut y avoir des raisons sanitaires. Les effets, pour l'instant, ils ne sont pas connus. Donc, soit quand c'est pas connu, on se dit ça va aller, soit on se dit on sait pas et ça peut être inquiétant. Bon, voilà. Les effets environnementaux, on sait qu'il va falloir installer des antennes partout. On peut se demander si la priorité, ce ne serait pas déjà qu'il y ait la 1G ou la 2G dans des tas de zones blanches de France, plutôt que d'installer la 5G dans les grandes métropoles. Voilà, bon. Et pour moi, surtout, il y a un sens existentiel, c'est quelle société on veut demain? Est-ce que le progrès,
c'est la 5G avec un frigo connecté à son téléphone portable, ou bien est-ce que c'est le lien, la qualité, enfin, est-ce que c'est dans quoi on investit des dizaines de milliards? Est-ce que ça va être dans les auxiliaires de vie sociale dont je parlais, ou bien est-ce que ça va être dans des antennes relais, quoi? Bon, est-ce que toute notre énergie, notre capacité d'organisation, d'invention et tout ça, ça va être pour transformer les métiers du lien, ou bien est-ce que ça va être pour qu'on puisse recevoir des pubs 10 fois plus vite? Décidément, ça sera un BDR écolo, mais c'est peut-être ça qui est, c'est peut-être le décor vert qui veut que je centre là-dessus. Mais tu vas voir, c'est écolo mais égalitaire. Cette semaine, pour la première fois, à l'Assemblée nationale, me semble-t-il, je dirais presque de tous les temps, on a parlé de quotas en matière écologique. Sur les quotas aériens, dire qu'il doit y avoir un nombre de kilomètres limité pour les voyageurs. Tu vois, j'ai mon collègue donc, de Bruno Bonnel de La République En Marche qui me dit, bah moi, comment j'aurais fait quand j'étais patron de Infogrames, je crois que c'était sa boîte de jeux vidéo, je faisais 380 000 km par an. Donc c'est-à-dire près de 10 fois le tour de la Terre. Comment j'aurais fait? Je dis, bah, tu les aurais pas fait, hein, tu remets les pieds sur terre, peut-être qu'il n'aurait pas eu des boîtes à tous les coins du monde, il n'en aurait peut-être qu'une à Lyon, et puis c'est tout. Hein. Bon, salut Bruno. Mais voilà, je pense que s'il y a un enjeu qui est un enjeu social, c'est de fixer un plafond. C'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on a un droit de polluer l'air des autres. Donc le quota, il vient faire ça. Sinon, si tu ne fais pas des quotas, la logique dominante, c'est celle des taxes. Et la taxe, c'est injuste. D'ailleurs, même dans le truc de la Convention citoyenne pour le climat, il y a un truc sur pour le transport aérien sur l'éco-contribution. Donc les billets d'avion vont être plus chers. C'est pas juste. Parce que le gars qui a plein de pognon, pour lui, c'est indolore. Il ne le sent pas. Donc c'est inefficace. Et en revanche, la personne qui a déjà du mal à acheter un billet d'avion, quand tu lui rajoutes des taxes, les quelques euros, les quelques dizaines d'euros, ou même si tu vas loin, les quelques centaines d'euros supplémentaires, ça va peser énormément, ça va lui interdire de prendre l'avion. C'est ce qui s'est passé sur la taxe carbone au moment des Gilets jaunes. La taxe, elle n'est pas juste, puisque au fond, ceux qui sont les moins émetteurs de gaz à effet de serre, les 10% de pauvres, enfin, ou les plus modestes, émettent 8 fois moins de gaz à effet de serre que les 10% les plus riches. Et pourtant, la taxe carbone, elle aurait pesé 4 fois plus en proportion de leurs revenus dans leur portefeuille que dans le portefeuille des plus riches. Donc la taxe est quelque chose d'injuste, qui rapporte à l'État, certes, mais c'est injuste. Donc, en revanche, si tu fais un quota, si tu fais un plafond, si tu dis voilà, pas le droit de faire plus de tant de kilomètres, tchac, ça rabaisse la consommation et ça construit une société qui est aussi plus égalitaire. Ça, c'est une idée que j'ai depuis longtemps, dans un coin de ma tête. Et puis, plein de fois, je me suis dit, bon, je le dis pas, machin. Puis j'en ai discuté beaucoup avec Joseph, que je salue, qui est un collaborateur qui a été avec nous depuis combien de temps? 2 ans. 2 ans. Voilà, qui est très écolo, à la FUB pour le déplacement en bicyclette, bon, et qui s'en va cette semaine. Donc voilà, c'était aussi pour ça qu'on a voulu faire le truc sur les quotas cette semaine, c'était un espèce d'au revoir. Bon, on fait des propositions de loi cadeau comme ça. Mais plusieurs fois, je me suis dit, bon, tiens, il faut que j'en parle des quotas, ça me paraît ce qu'il y a de plus juste et tout ça. Et en même temps, en sentant que les esprits n'étaient pas mûrs, qu'on allait juste se faire rentrer dedans. Et c'est de te dire à quel point les esprits ont mûri. Parce que maintenant, on a pu émettre la proposition qui ne va pas être prise, mais on ne se fait pas lyncher non plus. Or, c'était évident que si on l'avait faite il y a 2 ans, on ouvrait un champ, tu vois, ça aurait été courageux, mais en même temps, on se faisait lyncher. Et là, c'est devenu acceptable à entendre. Si c'est déjà acceptable à entendre, ça sera demain acceptable de le faire, tu vois. Et je pense qu'on va vers là. Il faut parler de quotas, de plafonds, de limites. Tu vois, ça me fait penser au yacht qu'il y avait en baie de Monaco, donc, où j'allais au salon du yacht pour Mermet, pour la radio. Et il y avait donc le yacht, il y avait le super yacht, il y avait le méga yacht, il y a le Vega yacht, toujours plus grand, et il y en avait un qui s'appelait le limitless, c'est-à-dire sans limite en anglais. Parce que eux, cette classe dominante-là, elle se vit comme n'ayant pas de limite. Eh bien, il faut lui imposer des limites. Et quand on dit, ouais, mais c'est une atteinte à la liberté, non, c'est une atteinte à la liberté de ceux qui sont tout en haut, mais les gens qui sont tout en bas, il y a une atteinte à la liberté permanente. C'est que parfois, ils n'ont pas un billet de bus pour aller à l'autre bout de la ville, tu vois, ou ils n'ont pas de bagnole pour y aller.
Et donc, ils sont limités, oui, ils sont limités par le porte-monnaie. Donc, est-ce que cette limite-là, pourquoi cette limite-là serait plus acceptable? Bon, tu me le dis, mais c'est vrai, les journalistes, ils étaient beaucoup, enfin, agressifs, c'est beaucoup dire, mais sceptiques il y a un an, quand on a fait notre proposition avec Delphine Bateau toujours sur l'interdiction des vols intérieurs, que aujourd'hui sur le rationnement. C'est dire combien sur cette question, peut-être les esprits ont mûri, y compris chez les journalistes. Alors si ça arrive chez les journalistes, alors là, pendant qu'on fait le truc, je cause trafic aérien, il y a les avions de Glizy juste à côté. Il faut savoir, Glizy, c'est donc la petite base aérienne, l'aérodrome de loisirs plutôt qui est à côté. Il faut savoir que quand Macron il vient de Paris à Amiens, il vient soit en avion, soit en hélicoptère, tu vois, puisque c'est sa ville de naissance, mais quand il vient pour raison politique, bon, attends, putain, il y a le train, quoi. Bon, et d'ailleurs, c'est ça qu'il faudrait. Aujourd'hui, c'est un investissement massif dans le train. Le transport en France, en Europe, on devrait interdire presque les vols intra-européens. Tu vois, quand moi je parle de vols intérieurs, moi je serais pour l'interdiction des vols intérieurs intra-européens. Par contre, qu'il y ait du train, bon, attends. Entre autres, Joseph, qui part là, c'est celui qui nous a classé toute notre bibliothèque. Et elle est quand même immense, c'était un gros bazar à l'intérieur. Et ce qui m'a permis de retrouver super vite un bouquin qui s'appelle « La Révolution au Petit Bourg », 1789-1802, Harry Broussillon. Donc Petit Bourg, c'est une ville en Guadeloupe, où je me suis rendu en avion pour un reportage pour Le Monde Diplomatique, chez Eddy Damas, que je salue au passage, qui est un camarade de l'Union Générale des Travailleurs Guadeloupéens, au moment où ils avaient mené la lutte contre la profitation, ils avaient fait grève générale, et il m'avait remis ce bouquin qui est une monographie. Une monographie, donc, c'est quand on raconte une histoire très en détail dans un lieu précis. Et j'adore ça, parce que moi j'adore le truc, plutôt que d'avoir la vision générale d'ensemble, surplombant, peut-être tout ça, voir le petit détail et voir parfois le monde, il se reflète dans le petit détail, tu vois. Et donc là, il raconte la Révolution française au Petit Bourg. J'ai pas eu le temps de le relire, mais en gros, dans un premier temps, en 1789, la bourgeoisie guadeloupéenne, elle se dit chouette parce que la royauté, elle imposait des limites au commerce. Donc ils voient ça comme un temps de libération du commerce. Et puis ensuite, il y a les métis qui se mettent dans la danse et qui demandent à avoir des droits, les droits de l'homme et du citoyen comme les autres. Et puisque les métis se mettent dans la danse, ensuite les esclaves s'y mettent aussi. Et puis il y a la loi pour l'abolition de l'esclavage qui passe en 1794, appuyée par Condorcet, Robespierre et plein d'autres. Mais il va y avoir un retour en arrière. Parce qu'ensuite, quand il y a la contre-révolution qui advient, eh bien, il va y avoir un désir de revenir à l'esclavage, une reprise en main par les Blancs sur l'île. Ce qui veut dire que la Révolution française en métropole était déjà un temps dur, parce que pour les aristocrates, ça voulait dire conserver leurs privilèges ou pas, conserver leur château ou pas. Tu vois, déjà c'était un temps de friction très forte, on le sait bien. Mais là-bas, en Guadeloupe, c'était encore bien pire, parce que c'était la liberté ou la mort, mais pour de vrai. Tu vois, soit c'était l'esclavage, les fers aux pieds, soit c'était donc c'était un combat, des tensions qui étaient nettement supérieures. Et là, je voudrais lire juste la fin. Tu vois, peut-être que je l'évoquerai d'ailleurs le 14 juillet ici, cette histoire-là. Pourquoi pas faire référence, parce qu'il y a une histoire de la Révolution en Picardie, mais faire référence à la Guadeloupe aussi. Mais un jour, peut-être qu'on pourra inviter Harry Broussillon ici. Il viendra en avion, parce que de toute façon, dans notre proposition de loi, il y a la continuité territoriale avec la Corse et les territoires d'outre-mer. Hein. Il y a deux leaders en Guadeloupe pour la libération des esclaves. Il y a Joseph Ignace et Louis Delgrès. Le 25 mai 1802, donc là c'est Napoléon qui est revenu et Napoléon rétablit l'esclavage. Joseph Ignace et ses hommes étaient massacrés à Bainbridge, choisissant de mourir debout plutôt que de vivre à genoux. C'est la formule de la Boétie, grosso modo. Le 28 mai 1802, toujours, donc 3 jours plus tard, Louis Delgrès et 300 combattants de la liberté se faisaient sauter au Matouba, fidèles à leur devise « Vivre libre ou mourir ». Ils choisissent de mourir plutôt que d'être repris, d'être ramenés au fer. En fait, ils auraient été tués, ils auraient été massacrés de toute façon. Ainsi s'achevait en Guadeloupe l'épopée de Delgrès et Ignace, ainsi que la période révolutionnaire. Là, Harry Broussillon, l'historien, conclut « Le raciste Bonaparte, assassin de la liberté, justifiant la tuerie de mai 1802, fera le 12 mars 1803 au Conseil d'État cette déclaration stupéfiante. » Donc là, c'est Napoléon qui parle. « Je suis pour les Blancs parce que je suis blanc.
Je n'en ai pas d'autre raison et celle-là est bonne. Comment a-t-on pu donner la liberté à des Africains, à des hommes qui n'avaient aucune civilisation, qui ne savaient seulement pas ce que c'était que la colonie, ce que c'était que la France? Il est tout simple que ceux qui ont voulu la liberté des Noirs veuillent encore l'esclavage des Blancs, tu vois. Bon, et moi, je ne sais pas s'il faut démonter toutes les statues de Bonaparte, mais en tout cas, il faut savoir qu'il a énoncé ça. Et je pense qu'en tout cas, il faudrait qu'on ait des statues de Josiah Finias, de Louis Delgrès et des souvenirs de ces gens qui ont combattu. Ben voilà, le genre de choses dont il faut se souvenir que la Révolution française, qu'on te dit, elle était juste une révolution bourgeoise. C'est son point d'achèvement, sans doute, au 19e siècle. Mais elle a traversé des phases tellement contradictoires et tellement magnifiques aussi que la résumer à cela, elle était un souffle d'espoir. Donc là, juste en Guadeloupe, jusqu'en Haïti, qui a parvenu à se libérer, même si on leur a collé sur le dos une dette énorme, et elle a été un souffle de liberté qui a été un poumon. C'était le poumon de l'Europe, alors pour le meilleur et pour le pire, avec des guerres dans tous les sens tout au long du 19e siècle, avec des peuples qui revendiquaient la liberté, brandissant les principes liberté, égalité, fraternité, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et je dirais que même 2 siècles et plus tard, ça continue à être un souvenir vif dans l'esprit des Français. Quand les Gilets jaunes se réveillent, qu'est-ce qu'ils parlent? Cahiers de doléances, états généraux, les seigneurs, tu vois, tout le discours qui est le discours de la Révolution française se retrouve, y compris jusque la mise en scène de la guillotine pour les Gilets jaunes, se retrouve à être remis en scène. Ça veut dire que ça demeure un souvenir très vif. Et c'est pour ça que le 14 juillet, en ce moment, ils ne veulent pas en parler, parce qu'ils savent que c'est comme un geyser, c'est une source d'inspiration possible pour notre peuple. Et ils ne veulent pas qu'on se souvienne de ça. Voilà ce que je veux qu'on commence à faire ici à Camon ce 14 juillet à partir de 15 h au Marais aux Bœufs. Mais attends, c'est une petite chose, mais voilà, je pense qu'il faut maintenir ce souvenir. On ne fait rien, il y a une part de mémoire, il faut réactiver de la mémoire. Bon attends, j'arrête.